Bonjour, Tal Brutman, merci d'être avec nous pour parler du basculement antisémite de la France entre juin et octobre 1940. Je crois qu'il n'est pas utile de vous présenter. Vous êtes connu comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur spécialiste de la Shoah en France et vous travaillez actuellement sur les photos prises au camp d'Auschwitz pour essayer de les comprendre et de les interpréter. Merci donc d'être avec nous pour parler de cette période juin-octobre 40 qui marque effectivement l'entrée de la France dans l'antisémitisme officiel. Alors, le décor, on peut le planter en 30 secondes. Juin 40, les Allemands occupent déjà les 2 tiers de la France. Ils sont entrés à Paris le 14 juin, Paris qui a été déclarée ville ouverte. Le gouvernement de Paul Reynaud part pour Tours, puis Bordeaux. Et le 16 juin, Paul Reynaud démissionne. Et Albert Lebrun, le président de la République, appelle immédiatement Philippe Pétain, qui était vice-président du Conseil auparavant. Il l'appelle à la présidence du Conseil. Qu'est-ce qu'on peut dire, Tal, de Philippe Pétain à cette date? Bien, bonjour. En ce qui concerne le maréchal Pétain en juin 1940, et notamment le 17 juin 40, quand il devient président du Conseil, il y a énormément d'erreurs, mais qui vont être révélées par la suite sur qui est Philippe Pétain. Alors, c'est le dernier des maréchaux de 14-18 qui est encore en vie. Il a le titre, mais qui est là aussi immérité, de vainqueur de Verdun, ce qui n'est pas vraiment. Les historiens l'ont très largement montré par la suite, après la Seconde Guerre mondiale. Mais il a surtout une particularité, ce dernier maréchal de France apparaît comme étant un républicain. Et donc, on a un homme qui est auréolé de ce qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale et qui, par ailleurs, passe pour être le seul des maréchaux qui n'était pas d'extrême droite ou acquis au royalisme. Or, l'erreur va se révéler tragique quelques semaines plus tard avec le 10 juillet 40, mais dès le 17 juin, on peut voir que dans ce nouveau gouvernement qui se forme, apparaissent des hommes, par exemple, comme Raphaël Alibert, qui va jouer un rôle très important, notamment en matière d'antisémitisme par la suite, qui est son directeur de cabinet. Et Alibert est à la fois un juriste et un militant de l'Action française. On a aussi un ministre qui était déjà présent dans le gouvernement Reynaud, qui est Jean-Hubert Négaré, qui est un militant antisémite qui attaque Blum sur l'antisémitisme dès la fin des années 30. Donc, on a un gouvernement où on voit apparaître des militants de l'extrême droite qui jouent des rôles de premier plan à partir du 17 juin 1940. Et le 22 juin, avec l'armistice, il y a un basculement très net sur ce qu'est Pétain, puisque Pétain fait le choix de la défaite et le choix de la cessation des combats, plutôt que de continuer le combat en s'appuyant sur l'Empire français et les départements, notamment l'Algérie. Est-ce que Pétain, Pétain passe pour républicain, le gouvernement du Front populaire l'a envoyé comme ambassadeur à Burgos auprès de Franco. Mais qu'est-ce qu'on sait de ses idées à l'époque? Il semble que De Gaulle, d'après le bouquin de Jackson qui vient de sortir, De Gaulle avait pressenti très tôt qu'il n'était plus républicain. Qu'est-ce qu'on peut dire de ses idées à ce moment-là? Alors, le livre de Jackson est très intéressant à cet égard, mais le livre de Jackson est sur De Gaulle. Et De Gaulle a une particularité, c'est qu'il a très bien connu Pétain, puisque Pétain était le parrain d'un des enfants, etc., etc. Donc, avec De Gaulle, on a l'analyse de quelqu'un qui est un intime de Pétain. Alors qu'extérieurement, on sait peu de choses de ce que Pétain pense à l'époque. D'ailleurs, pendant très longtemps, après la guerre, on a dit qu'il n'y avait pas de trace de l'antisémitisme de Pétain avant la guerre. Pendant l'affaire Dreyfus, il ne s'est pas prononcé, par exemple. Il n'a jamais été sur le devant de la scène en matière d'antisémitisme à ce moment-là, ni par la suite. Donc, en fait, Pétain apparaît comme une idole, au sens premier du terme, une idole auréolée d'énormément de choses positives. Et il y a peu de négatifs parce que Pétain a cette rouerie ou cette intelligence peut laisser voir ce qu'il pense. À ceci près que vous avez
évoquer un indice important, il a quand même été ambassadeur du côté de Franco, et un ambassadeur très favorable aux nationalistes espagnols. Donc, on pourrait dire que le seul élément tangible à l'époque, c'est ce qui se passe en Espagne avec Pétain. Mais ça ne constitue pas grand-chose in fine. On n'a pas affaire à un homme qui est déclaré sur la scène comme étant un nationaliste exacerbé, comme étant un dictateur en puissance. Ça va vraiment apparaître le 10 juillet 1940 avec les pleins pouvoirs. Alors, venons-en au 10 juillet. Bon, 17 juin, il arrive au pouvoir. L'armistice est signé le 22 juin. Le gouvernement Pétain à Bordeaux s'installe progressivement à Vichy et il a comme premier souci d'abattre la constitution républicaine et d'en mettre une tout à fait différente, avec l'appui de Pierre Laval, qui est à la manœuvre et qui va convaincre un par un une bonne partie des députés de voter cette réforme de la Constitution. Alors, en fait, dans les journées des 9 et 10 juillet, puisque tout se joue sur ces 2 jours et qui s'achève avec le vote des pleins pouvoirs, on va voir se mettre en place tout un jeu de coulisses politiques, avec notamment, mais pas que, Pierre Laval qui est à la manœuvre. Mais il y a quelque chose de significatif qui se déroule à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus ni droite ni gauche. La SFIO n'existe littéralement plus. Il y a des scènes qui sont très impressionnantes quand on lit les descriptions où certains députés socialistes s'attaquent publiquement à Léon Blum dès le 9 juillet. C'est même pas la peine d'évoquer la droite et l'extrême droite avec des gens comme Pithier-Vinoncourt qui laissent libre cours à leur antisémitisme. Donc en fait, la République a été balayée par la défaite en mai-juin 40, non seulement est battue, mais en plus, elle s'autodétruit de l'intérieur par l'action de quelques hommes politiques dont le but est de s'attribuer le pouvoir, et Laval est l'un des principaux, mais j'insiste là-dessus, pas le seul, à la manœuvre, avec une idée, c'est placer Pétain en tant que chef de l'État. La Constitution, vous l'avez évoqué, n'existe plus. Pétain est le chef de l'État, il incarne l'État, et autour de lui vont s'agréger des hommes qui viennent de tous les bords politiques, aussi bien de gauche que de droite. Oui, on a pu dire d'ailleurs, et je crois que c'est vrai, que parmi les ministres socialistes du Front populaire, on a retrouvé les 2/3 comme soutien du régime de Vichy, par la suite. Alors, c'est là où il faut faire attention, et on touche du doigt certaines manipulations qui ont libre cours depuis une quinzaine d'années, qui consistent par exemple à dire que Vichy, c'est la gauche, notamment en raison du fait que… Mais non, certains de ces ministres, c'est pas tant les 2/3, c'est un peu moins, mais les ministres, les députés, les sénateurs qui vont se rallier à Vichy à partir, on va dire, du 10 juillet 1940, le font sur la base de l'adhésion à un programme nationaliste. Ils n'ont plus rien de socialiste, ils vont rester peut-être plus socialistes d'un point de vue sociétal que leurs collègues de droite qui se rallient à Vichy, mais ils le font tous sur une même base, le projet qui s'appelle la Révolution nationale et qui est lancé dès le 10 juillet 1940. Il faut vraiment garder ça en tête, ce n'est pas la gauche qui est à Vichy, ce n'est pas la droite, c'est un régime nationaliste qui se met en place et des hommes politiques qui se rallient à cette idéologie-là, qui est très clairement dans la suite essentiellement de l'action française et des théories de Maurras, et qui constitue le tronc central de tout ce que Vichy entend développer dès les premiers jours d'existence du régime, ce qui indique d'emblée une chose, en fait, dès le 11 juillet 1940, Vichy va envoyer des signaux en matière d'antisémitisme, puisque l'antisémitisme fait partie de son ADN idéologique, c'est l'action française. Oui, ce qu'on peut dire quand même sur cette journée du 10 juillet du vote des pleins pouvoirs, tous les députés ne sont pas là. D'abord, les communistes ne sont plus officiellement députés, et donc ils ne participent pas au vote qui met fin à la Troisième République, et beaucoup de députés ou sénateurs, puisque c'est le Congrès députés plus sénateurs qui vote le changement de constitution, n'ont pas pu arriver à Vichy pour toutes les raisons qu'on imagine vu l'état de la France. Alors, il y a 80 députés seulement, députés et sénateurs, qui votent contre
plus de 500 qui votent pour. Est-ce que l'antisémitisme a joué un rôle ou plutôt le refus de l'antisémitisme a joué un rôle dans le vote des 80 adversaires de la Constitution de Vichy ou pas? Alors, pas vraiment, mais il est très compliqué de répondre à cette question. Alors, vous l'avez rappelé, mais il faut souligner une chose. Parmi les absents, il y a notamment ceux de ce qu'on appelle l'affaire du Massilia, c'est-à-dire une trentaine d'élus qui décident de se replier comme il était prévu par les plans du gouvernement, de se replier de Bordeaux vers l'Afrique du Nord pour continuer le combat. Parmi eux, il y a des hommes politiques de premier plan comme Georges Mandel, de droite, ou alors Mendès France et Jean Zay, plutôt de gauche. Et leur idée à eux, c'est de continuer le combat. Et donc, ils ne sont pas à Vichy au moment du vote des pleins pouvoirs. Qui rejoint du coup votre question, puisque Mendès, Zay, même si pour Zay, il est plus fait juif par les antisémites que de son propre chef, Mendès, Mandel et Zay sont les figuroni avec le quatrième qui lui est à Vichy, Léon Blum de la Troisième République. Or, il serait trop simpliste de dire que l'antisémitisme joue un rôle dans les pleins pouvoirs pour une raison très simple. Qu'il s'agisse de Blum ou qu'il s'agisse des 79 autres qui vont voter contre, entre en ligne de compte tout un ensemble de choses comme la défense de la République. Donc le rejet de l'antisémitisme peut s'inscrire dans la défense de la République. Mais l'antisémitisme s'exerce contre Blum à Vichy. En revanche, quand on lit les mémoires de Blum, ses écrits pendant la guerre ou après-guerre, Blum, ce qui l'intéresse, c'est de défendre la République et ce qui découle de l'existence de la République et des lois républicaines. L'antisémitisme ne constitue pas un enjeu central à ce moment-là, pour une raison très simple. La France est à genoux, elle vient d'être balayée, elle est aux 2 tiers occupée, enfin, il faut insister là-dessus, on est dans un moment très particulier. Oui. Donc, le régime de Vichy se met immédiatement en place et commence par prendre toute une série de mesures qui sont peut-être plus marquées par la xénophobie que par l'antisémitisme proprement dit, la xénophobie masquant un antisémitisme au moins à l'égard des Juifs étrangers. Oui et non. Enfin, c'est là toute la complexité du choix des mots et de leur signification. C'est que dès le 12 juillet 40, quand est nommé le premier gouvernement, au JO, vous avez un décret qui accompagne cette nomination, décret qui peut paraître totalement anecdotique, mais qui va avoir une importance considérable parce qu'il dit tout. Ce décret interdit l'appartenance au cabinet ministériel à toute personne qui n'est pas née français de parents français. Alors, c'est très technique, mais ça vient répondre à une chose. À partir de 1936 et de la victoire du Front populaire, l'extrême droite va se déchaîner en expliquant que Blum fait rentrer des cohortes de juifs dans les couloirs ministériels. Or, évidemment, il y a cette idée xénophobe, comme vous l'avez dit. Mais je vous rappelle, enfin pas à vous, mais je rappelle à l'ensemble de l'auditoire une chose, pour les antisémites en particulier, mais pas que dans les années 30, historiquement, le juif est un étranger. Léon Blum va être, jusqu'à la fin des années 50, on va le retrouver dans le Petit Larousse en 59, taxé de juif étranger né en Roumanie. Oui, Karl né dans les Carpates, quoi, c'est ça. Exactement, alors qu'on a affaire à quelqu'un qui de tout temps, enfin de sa famille, est de temps immémorable, juive alsacienne. Le juif est un étranger, et c'est là où il y a quelque chose dont il faut se défier. À partir du 12 juillet 40, et ça on le doit à Laval, et je vais y revenir dans quelques secondes, Vichy met en place des mesures qui visent les juifs sous couvert de xénophobie. Mais ça ne veut pas dire que Vichy ne vise pas les juifs français pour autant, puisqu'on a toujours cette idée que le juif est un étranger. Ça, c'est un point fondamental. En revanche, il y a 2 courants qui s'expriment d'emblée au sein de Vichy, qu'on pourrait schématiquement qualifier d'une part le courant Alibert, courant Action française ouvertement antisémite, et un courant plus pragmatique et plus roué qui est incarné par Pierre Laval, qui, dans les 2 cas, veulent mettre en place une législation antisémite. Mais il y a un élément qu'on oublie systématiquement qui joue un rôle fondamental, c'est que toute dictature ou tout régime autoritaire gouverne toujours en prenant en compte la majorité de son opinion publique. Vichy ne va pas gouverner contre les Français, Vichy va gouverner en faveur des Français en s'attaquant à ceux qu'il désigne comme étant responsables de la défaite. Or, là, on a quelque chose de très important.
La France, même si l'antisémitisme était très important à la fin des années 30, n'est pas un pays majoritairement acquis à l'antisémitisme. En 1936, Blum a été élu à la tête du Front populaire. Il n'y a aucun autre pays en Europe, à part peut-être le Royaume-Uni, où à la fin des années 30, un juif peut gagner des élections. Ce qui vous montre que l'antisémitisme… Même en Grande-Bretagne, un juif en tant que tel n'a jamais été Premier ministre, sauf d'Israéli qui a dû se convertir. Voilà, et même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de Premier ministre juif en Grande-Bretagne. Oui, mais on va dire que dans la photo de la fin des années 30, hormis le Royaume-Uni, potentiellement, il n'y a guère qu'en France où un juif peut gagner des élections. Autre élément de comparaison, novembre 38, il y a le pogrom en Allemagne. Il y a d'immenses protestations en France et l'opinion publique est choquée par l'antisémitisme nazi. Novembre 38, juillet 40, ça ne fait pas un an et demi. Autrement dit, Vichy sait que les Français rejettent l'antisémitisme, ou en tout cas pensent que les Français rejettent l'antisémitisme. C'est le choix que doit faire Pierre Laval. On a des déclarations de Laval qui ont été rapportées par plusieurs témoins. Plutôt que de mettre en place des mesures qui s'attaquent nommément aux Juifs, Laval va choisir de mettre en place une politique qui s'attaque aux Juifs sous couvert de xénophobie. Et là, on peut tout dérouler. Il y a les mesures de dénaturalisation, puisque dans l'esprit des antisémites à l'époque, ceux qui ont bénéficié des naturalisations sont en premier lieu les Juifs étrangers et non pas les braves Italiens ou les bons Polonais qui sont arrivés en France. Donc, on va dénaturaliser. Vichy va décider qui mérite d'avoir la qualité de Français. Dans l'administration, pareil, on va avoir une loi le 17 juillet 40 qui permet de se débarrasser de toute personne qui n'est pas née française de père français, et ainsi de suite. Pendant plusieurs semaines, on va voir se mettre en place des mesures de cet ordre-là. Là, pour le coup, on est dans le cadre législatif, et en même temps, Vichy va user du symbolique. Par exemple, le 14 juillet 40, aucun représentant de l'État ne se rend à la synagogue à Vichy, où est organisée une commémoration pour la fête nationale, qui est vue comme un signal très clair par les contemporains. Même chose, quelques semaines plus tard, l'émission radiophonique La Voix d'Israël, qui est l'émission religieuse pour les Juifs à la radio française, est supprimée. Et en même temps, on a une émission antisémite, avec notamment Rebatté, qui est mise en place par Vichy. Donc, il ne fait aucun doute dans les 15 premiers jours que l'antisémitisme va suivre un libre cours à Vichy. La question, c'est dans quelle mesure et quelle est l'ampleur de cet antisémitisme. Alors, un mot sur Pierre Laval. Il a été président du Conseil à plusieurs reprises avant-guerre dans les années 30. Et moi, j'ai eu des témoignages de gens qui l'ont connu, notamment Bleustein-Blanchet, qui me disaient qu'ils plaisantaient entre eux, Laval étant auvergnat et Bleustein étant juif. Il me disait que Laval affirmait en riant qu'un auvergnat vaut deux juifs et qu'en fait, il n'y avait pas d'antisémitisme chez Pierre Laval à ce moment-là. Est-ce que ça veut dire que Laval agit par opportunisme ou bien y avait-il un antisémitisme caché? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? En fait, il y a un antisémitisme, je ne sais pas si on peut le qualifier de caché, mais ce qui se passe à partir de juillet 40, Laval multiplie les déclarations à ses interlocuteurs concernant l'antisémitisme. Il envoie des signaux aussi bien aux Allemands qu'aux Américains en disant que les Juifs posent problème et qu'il faut s'en débarrasser. Alors, c'est là où, quand on parle de l'antisémitisme, ça recouvre tout un ensemble de réalités. Et on a oublié, c'est notamment un héritage de la Shoah, c'est que l'antisémitisme nazi a écrasé toutes les autres formes d'antisémitisme. Or, toutes les formes d'antisémitisme ne relèvent pas de l'antisémitisme nazi. Et un Alibert s'inscrit dans un antisémitisme action française, c'est-à-dire lié au pseudo-catholicisme de Maurras, même si Maurras va ensuite être condamné par le Vatican. Laval, il s'inscrit dans autre chose, dans une autre forme d'antisémitisme, et visiblement, l'été 40 va lui permettre de donner libre cours à son antisémitisme, et il ne fait plus aucun doute à ce moment-là. Même si Laval est un homme politique vraiment, le terme qui s'impose à moi quand je parle de Laval, c'est que c'est quelqu'un de roué. Il s'adapte à son interlocuteur. Oui, il n'y a pas d'opportunisme dans cet antisémitisme quand même. Non, parce que s'il était uniquement opportuniste, il n'aurait pas agi tel qu'il a agi. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental, c'est que c'est Laval lui-même qui porte l'antisémitisme.
il le porte d'une certaine façon, c'est lui, et là on a un témoignage qui le dit explicitement, Laval transforme les lois que Alibert veut faire passer contre les Juifs en lois contre les étrangers, mais en maintenant le fait qu'il faut s'attaquer à ce qu'il appelle le problème juif. Donc cette idée-là que Laval viendrait juste par opportunisme, elle ne répond pas à un problème, c'est que Laval fait partie des acteurs de premier plan. Je ne vous dis pas qu'il est architecte de ce qui va se dérouler ensuite, mais dès l'été 40, il est l'un des hommes à la manœuvre pour s'attaquer aux Juifs. Oui. Sur les différentes formes d'antisémitisme, vous avez raison de dire qu'elles ne conduisent pas toutes à la Shoah. Et je pense aux mots de Bernanos en 1948, qui s'était réfugié au Brésil. Bernanos, donc écrivain catholique du journal d'un curé de campagne, mais avec un certain humanisme hostile à Franco, par exemple, et qui disait Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Aujourd'hui, la formule peut faire rire, presque, pas tellement elle est saugrenue, mais ça montre bien qu'il y avait différentes formes d'antisémitisme qui ne menaient pas, dans l'esprit de ceux qui l'étaient, directement à la Shoah. Cela étant, bon, comment se met en place le statut des Juifs du 3 octobre? Alors, pour aller relativement vite, parce qu'on a affaire à un moment très particulier. Pour résumer les choses, durant tout l'été 40, Vichy va travailler à un statut, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui va se produire au final, à un statut qui s'attaque aux Juifs. Et on le sait par diverses sources, par exemple, fin août 40, il y a la conférence épiscopale à Lyon, et les évêques doivent se prononcer sur le projet de statut qui leur a été soumis par Vichy. Donc on sait qu'il y a des travaux, les documents ne nous sont pas parvenus, donc on ne connaît pas la teneur exacte de ces travaux, on les connaît par bribes, mais dès fin août circule l'idée qu'un statut, des mesures d'ensemble vont s'attaquer aux Juifs. Mais parallèlement, Vichy a oublié une chose qui est très importante, ou en tout cas n'en a pas tenu compte, c'est que la France est occupée. Or, en zone occupée, les Allemands annoncent le 7 septembre 1940 aux représentants de l'État français qu'ils vont mettre en place une politique antisémite en zone occupée. Cette annonce-là va provoquer une course de vitesse, une compétition entre les Allemands et les Français pour une raison très simple, si on se passe du côté français. Je vous l'ai dit, d'emblée, la Révolution nationale inclut l'antisémitisme. Or, si les Allemands promulguent l'antisémitisme avant les Français, ça laissera sous-entendre notamment que la France n'est pas authentiquement antisémite, alors que le projet de Révolution nationale l'est, ou ça laisserait sous-entendre que, éventuellement, si la France promulgue après les Allemands, alors la France serait à la botte des Allemands et ne serait pas souveraine, ce qui n'est absolument pas le cas. Vous pouvez rajouter d'autres questions qui peuvent paraître plus saugrenues, mais il y a une dimension fondamentale, notamment chez les hauts fonctionnaires, c'est la continuité territoriale qui est un principe sacro-saint depuis 5 siècles en France. Autrement dit, si les Allemands définissent le juif en zone occupée, il n'y aura pas de définition pour les juifs dans le reste du territoire français. Donc on a vraiment une logique de compétition qui fait qu'entre le 10 septembre 1940, moment où le Conseil des ministres se réunit pour décider de ce qu'il doit faire, et le 1er octobre 1940, moment où le statut est finalement adopté, on va voir les Français travailler d'arrache-pied, préparer plusieurs moutures de statut des Juifs, différents projets, notamment un qui prévoit l'expulsion des 200 000 Juifs étrangers hors de France, mais ce n'est pas réalisable puisque vous ne pouvez pas expulser les Juifs polonais vers la Pologne n'existe plus, les Allemands ne vont pas accepter, les Juifs roumains, la Roumanie qui est profondément antisémite ne va pas accepter. Donc tous ces projets-là sont mis sur la table, tous les ministères travaillent et le 1er octobre 1940, la version finale du statut est adoptée. Heureusement, en 2010, le mémorial de la Shoah, grâce à Serge Klarsfeld, a récupéré l'avant-dernière mouture du projet, qui jusque-là était inconnue, et qui nous permet de voir une chose très importante. Le 30 septembre 40, l'antisémitisme de Vichy, et ça rejoint ce que nous avons évoqué, n'est pas encore l'antisémitisme qui sera mis en place. Par exemple, cette avant-dernière mouture ne prévoit pas des exclusions généralisées de toute la fonction publique. Elle prévoit également que les Juifs nés en France ou descendants de familles présentes en France avant 1860
ne seront pas touchés par la mesure. Alors 1860, la date, c'est le traité des Pyrénées, la fin de la constitution du territoire métropolitain français avec le rattachement de Nice et de la Savoie. Mais voilà ce qui était prévu le 30 septembre 40. Et le 1er octobre 40, lors des dernières discussions, on décide qu'il n'y a pas de bons juifs, ce qu'on appelle à l'époque les Israélites, les juifs français, ou de mauvais juifs. Il n'y a que des juifs, une seule race juive. Personne ne doit échapper aux mesures. Les juifs n'ont aucune place au sein de l'État, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être agents de l'État ni des collectivités territoriales. Et l'un des hommes qui durcit le plus, et on le sait par les témoignages de ministres et par des décisions de cabinet, c'est le maréchal Pétain. C'est Pétain notamment qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de distinguo entre juifs français et juifs étrangers. Oui. Il n'y a que, je crois, 6 juifs qui échappent au statut pour service rendu. 6 personnes, pas plus. Oui, et on a des discussions fin décembre 40, notamment dans les ministères militaires terre, air et mer, et où les hauts fonctionnaires disent, mais l'esprit du statut, c'est qu'il n'y a pas de juifs qui méritent d'être maintenus à part une poignée. Donc, en gros, l'idée, c'est que tous les juifs doivent être bannis de la société française, mis au banc, avec les mesures qui excluent le statut des juifs, visent les juifs français. Le même jour est adoptée la loi du... Les dates sont fausses, tous ces textes remontent au 1er octobre 40. Donc, la loi dite statut des juifs qui exclut les juifs français de l'administration, qui définit la race juive. La loi dite du 4 qui permet l'internement des juifs étrangers dans les camps d'internement de Vichy. Et il faut insister sur une chose, un juif sur 4 dans la zone libre fin 40 est dans un camp d'internement, ce qui vous montre l'ampleur du mouvement qui est mis en place par Vichy, qui songe au même moment à envoyer les juifs à Madagascar, ce qui rejoint un projet nazi au même moment. Et enfin, dernière mesure qui est adoptée le 1er octobre 1940, c'est l'abrogation du décret Crémieux qui avait conféré la citoyenneté aux juifs d'Algérie. Donc c'est vraiment un ensemble. Oui, c'est clair, on voit bien le rôle de Pétain dans le renforcement de la législation anti-juive. Robert, Marie-Sarah, quelles sont les questions? Oui, alors merci beaucoup à tous les deux pour cette conversation. On pourrait y passer, je pense, des heures. On a beaucoup de questions des internautes, donc on va commencer. Alors, première question, est-ce que la population française de l'époque s'est rendue compte de cette montée de l'antisémitisme ou est-ce qu'elle a considéré que c'était normal, entre guillemets, puisque c'était contre des étrangers, comme vous l'avez expliqué? Alors, c'est une excellente question qui est hyper compliquée, mais pour aller très très vite, je vous l'ai dit, Vichy prend en compte l'opinion publique française et craint les réactions, et finalement on sait qu'il n'y aura quasiment pas de réaction, si ce n'est vraiment une poignée. En fait, il faut comprendre un élément fondamental, c'est le choc, le traumatisme de la défaite. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est donc la population française est KO debout. Deuxième point, c'est que Pétain, étant l'homme providentiel, les Français se disent, si Pétain dit que les Juifs sont un problème, il a peut-être raison. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent, c'est que peut-être que l'homme providentiel a raison. Il y a un troisième point qu'aujourd'hui on tend à oublier à cause de l'histoire, c'est qu'en 40, la population française, si elle n'est pas à Paris ou dans 2 ou 3 autres villes, elle ne sait pas ce que c'est qu'un juif. Sur les 300 000 juifs de France, vous en avez 200 000 à Paris à l'époque. Il y a les grandes communautés historiques à Bordeaux ou à Marseille, par exemple. Mais si vous prenez une ville comme Clermont-Ferrand, un juif, ça ne parle pas aux Français. On ne sait pas trop ce que c'est. Donc, donc la notion même de juif, elle n'est pas… Quand on regarde les formulaires qui sont remplis par les maires, quand on leur demande est-ce que vous avez des juifs employés chez vous, ils disent non, il n'y a pas d'étrangers chez nous. Donc on ne comprend pas trop. Donc il y a tout un ensemble de choses qui rentrent en ligne de compte et l'antisémitisme est loin d'être la seule clé explicative à cela. Et puis il y a un autre élément fondamental, c'est que quand vous n'êtes pas touché, alors en général, ce n'est pas votre problème. Ça ne veut pas dire que vous ne compatissez pas, mais quand c'est un être éthéré que vous ne voyez pas, alors, bah, écoutez, ma bonne dame, c'est très triste, mais moi, il faut que je fasse tourner mon magasin, il faut que je fasse manger ma famille, mon père ou mon frère est prisonnier de guerre en Allemagne, il ne peut rien. C'est la phrase du pasteur Niemöller, bien connue. Quand on s'en est plus aux juifs, je n'étais pas juif, je ne me suis pas senti concerné. Quand on s'en est plus aux communistes, je n'étais pas communiste, je ne me suis pas senti concerné, etc. etc. Autre question, Marie-Sarah? Oui, une autre question. Merci Tal, merci Gérard. Une autre question qui vous est posée. Qu'est-ce que vous pensez, Tal, de ceux qui prétendent aujourd'hui
que Pétain aurait joué un rôle dans le sauvetage des Juifs? Alors, c'est très intéressant parce qu'on a affaire à des abrutis, que le terme sauvetage veut dire les choses, sauver quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir trouver les Juifs qui ont été sauvés par Pétain. Il n'y en a pas. C'est très simple. Vichy, à partir de l'été, et en particulier à partir du 1er octobre 1940, dit, et c'est dans la loi, vous pouvez lire le statut des Juifs, il n'y a pas la mention de Français. D'emblée, à partir d'octobre 1940, il n'y a plus que des Juifs. Ça, c'est le premier point. Ils sont tous exclus de la société française. Toutes les autres lois qui suivent, celle du 22 juillet 1941 sur l'arianisation, la spoliation, ça vise avant tout les Juifs français. Alors, il y a les déportations, et effectivement, les déportations commencent avant tout avec les Juifs étrangers. C'est ce qu'on retrouve dans toute l'Europe, en Hongrie, en Slovaquie, en Croatie. On s'attaque d'abord aux étrangers avant de viser les nationaux, justement pour les questions d'opinion publique. Il ne faut pas oublier un élément, c'est que dire qu'il y a eu sauvetage, fort bien, mais alors, les gens qui ont vraiment sauvé les Juifs, ils ont fait quoi? Comment est-ce qu'on appelle cela? Pétain n'a jamais sauvé aucun Juif, ni Pétain, ni les autres membres du gouvernement. Ils ont négocié comme des responsables politiques et ils n'ont jamais cherché à sauver qui que ce soit, ni en 1942 et surtout pas après, en 1944, quand les Allemands arrêtent les Juifs à tour de bras. Je rappelle juste à ceux qui peuvent être séduits par ces élucubrations que l'immense majorité des enfants qui sont au Veldiv les 16 et 17 juillet 1942 sont nés en France et sont français. Donc dès le 16-17 juillet 1942, il y a des Français qui partent vers Auschwitz du fait de l'État français. Et de prétendre que Vichy aurait voulu sauver qui que ce soit, c'est déjà distordre la réalité du terme sauver. Et d'autre part, quand on le met en perspective avec ce qui se déroule dans le reste de l'Europe, les Juifs allemands, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Jekepots, ont été les derniers à être déportés pour des questions d'opinion publique. Donc j'attends le jour où on aura des hurluberlus qui nous diront que les nazis, ayant déporté plus tardivement les Juifs allemands, voulaient sauver les Juifs allemands, puisque les mots n'ont plus aucun sens. Oui, d'autant qu'il y a certains Juifs, des notables qui connaissaient Pétain, qui lui ont écrit, notamment Massé, et Pétain n'a pas levé le petit doigt. Non seulement il n'a pas levé le petit doigt, mais il leur a fait savoir qu'il ne voulait rien faire, ni intervention. Et parmi les notables que vous avez évoqués, un nombre vont être déportés, y compris très tardivement. Donc non, ces gens-là, en général, traitent les autres historiens de négationnistes, ce qui est intéressant, parce que si moi je suis négationniste, qui est Robert Forisson par exemple, ce qui vous montre à quel point il corde les termes. Et surtout, il y a un élément intéressant, c'est que ce sont des gens qui révolutionnent l'histoire. Moi, je ne prétends pas révolutionner l'histoire. Moi, je fais l'histoire dans la suite de ceux qui ont travaillé avant moi, qu'il s'agisse de Poliakov, qu'il s'agisse de Paxton, qu'il s'agisse de Klarsfeld, etc., etc. J'apporte des choses, j'ai fait des découvertes. J'aimerais bien être un révolutionnaire qui tiendrait le haut du pavé pour dire que tout le monde s'est planté avant moi. Le problème, c'est que non, on ne s'est pas planté avant moi. Et voilà, donc les gens qui vous expliquent que la Terre est plate alors qu'elle est sphérique, il y a un problème. Autre question? Oui, on a une dernière question. Quel est l'impact de Vichy dans les consciences contemporaines, et notamment en politique, quand on se revendique gaulliste aujourd'hui? Est-ce peut-être encore en réaction contre le régime de Vichy? Non, malheureusement non, puisqu'on voit que vous avez des gaullistes un peu partout et qui ne s'inscrivent absolument pas dans les politiques de De Gaulle. Quand je dis les politiques, c'est à la fois le De Gaulle de 40-44 et le De Gaulle qui a ensuite été président de la République française. Il suffit juste de prendre un exemple. Ceux qui ont dirigé depuis 15 ans le Front National expliquent qu'ils sont gaullistes. Or, le Front National a été créé par des gens qui voulaient littéralement, notamment les membres de l'OAS, mais les collabos aussi qui l'ont créé, qui voulaient tuer De Gaulle. Ça n'a aucun sens. Les gens qui se prétendent gaullistes aujourd'hui, à part une poignée notamment qu'on retrouve chez les Chiraciens ou quelques gaullistes de gauche, n'existent plus. Le gaullisme, c'est un constat, hein, c'est pas... le gaullisme n'existe plus en France. Aujourd'hui, de l'extrême gauche à l'extrême droite, vous avez des gaullistes de partout. Sauf que le gaullisme, c'est
une chose, voilà, c'est la grandeur de la France, une France qui n'est alignée ni sur les États-Unis ni sur l'URSS par exemple. C'est des choix très particuliers, ce sont des politiques sociales, etc., etc. Chaban était gaulliste, Chirac était gaulliste. Aujourd'hui, quels sont les gaullistes? Debré est gaulliste. Oui, effectivement, mais être gaulliste, c'est pouvoir s'inscrire dans un héritage et dans une histoire. Quand on dirige un parti comme l'ancien Front National et qu'on se prétend gaulliste, il y a un problème. C'est du 220 volts sur du 110. Oui. L'ampérage n'est pas bon. D'autant qu'on sait, bien sûr, on a bien montré que de nombreux pétainistes se sont reconvertis dans cette extrême droite qui a donné naissance au Front National. Bien, je crois qu'il faut conclure, donc je dirais en conclusion d'abord merci Tal pour cet éclairage qui est bien utile, et d'autre part on voit bien à partir de voudrait minimiser ou présenter comme un bouclier, on voit bien quelle est sa responsabilité dans le basculement antisémite de la France à cette époque. Il a vraiment joué, lui, un rôle personnel dans ce basculement. Merci, et puis j'espère à très bientôt pour d'autres conversations, parce que comme l'a dit Marie-Sara, on pourrait continuer longtemps comme ça, tellement il est intéressant et passionnant de scruter cette époque qui a marqué et qui marque encore toutes les consciences françaises en ce 80e anniversaire de la défaite. Marie-Sara. Merci à vous. Oui, merci beaucoup Gérard et Tal pour cette conversation en effet passionnante. Il y a eu beaucoup de réactions sur le Facebook Live et c'est vrai qu'on a envie de poursuivre la conversation. Alors ça se fera peut-être, hein, je rassure les internautes qui nous suivent, puisque c'est vrai que cette période amène beaucoup de questions. Merci encore une fois à tous les deux et merci à vous tous d'avoir suivi cette conversation. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. Vous connaîtrez le nom de notre invité et le thème de la conversation dans quelques jours sur les réseaux sociaux du CRIF. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.